Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Venise. Venise, cette ville dont je suis éperdument amoureuse. Comme beaucoup d'autres, je pense aussi, le sont. Mais donc là, j'en reviens. Il y a une semaine, enfin il y a 2 semaines, c'était pour la première semaine des vacances. Et évidemment, vous le savez comme moi, pour ceux qui sont allés souvent à Venise, ou peut-être pas souvent, mais en tout cas qui connaissent Venise en période scolaire, en période où il fait beau. Il fait tellement encore agréable à cette époque-ci de l'année qu'il y a effectivement beaucoup de monde qui profitent de cette saison, de cette arrière-saison, pour voyager. Et en l'occurrence également sur l'Italie et donc Venise. Donc on le sait déjà depuis quelques années, Venise a de plus en plus de touristes, de plus en plus de monde. L'avantage de faire partie d'une association, je rappelle les Ailes de Venise, c'est qu'il y a un petit peu de poids avec certaines associations, même beaucoup, puisque cette association a réussi à faire en sorte que les grandi navi soient un petit peu détournés de leur trajectoire qui avant passaient devant le Palais des Doges, passaient dans le canal de la Giudecca, et donc là ils sont un petit peu détournés, donc c'est déjà une bonne chose, même si c'est pas complètement ce que les associations, les associants, oui, on peut dire ça comme ça, que l'association voulait faire, mais au moins c'est déjà un petit peu détourné. Mais n'empêche que j'ai l'impression que malgré tout, il y a de plus en plus de monde. Bon, c'est vrai, c'était l'après-confinement, c'est les gens revoyagent, les gens ressortent, ils en profitent. Mais là, c'était infernal. Euh, Moi-même, je suis ok une touriste, même si je ne me considère plus vraiment comme une touriste. Depuis, ça fait la 8e fois que je vais à Venise. À chaque fois, j'essaie d'y rester une semaine, en l'occurrence ici, voire plus parfois. Et c'était vraiment l'enfer, quoi. D'habitude, quand dans les coins vraiment stratégiques, c'est vrai que ce soit Rialto, Academia ou place, évidemment, place Saint-Marc, il y a toujours beaucoup de monde, c'est logique, ou même dans certains autres endroits. Mais là, vraiment, la phrase qui disait que oui, mais c'est pas grave, vous allez vous perdre dans 2, 3 rues plus loin et vous êtes seul au monde, vous êtes vraiment tranquille, vous pouvez vous balader. C'était vrai encore il y a quelques années. Mais là, en tout cas, là, à cette période-ci, aux dernières vacances scolaires, c'était vraiment impossible. Dès qu'on allait malgré tout, parce qu'on marche beaucoup, on a pris un peu le vaporetto quand même, mais on marche beaucoup, et donc on allait également dans 2, 3 rues plus loin, qui sont normalement beaucoup plus désertes, et bien là, il y avait quand même du monde. C'est clair que quand vous êtes vénitien, quand vous habitez sur place, bon, nous, on ne connaît pas encore assez pour vraiment connaître tous les petites rues, toutes les petites rues qui vont vous ramener au bon pont pour repartir sur l'autre quartier. Bon, bah, en tant qu'habitant de la ville, je pense que vous arrivez à peu près à éviter des grosses masses de touristes. Quoique, pour avoir des connaissances vénitiennes, même eux disent que cette année, surtout là, cette période-ci, c'était vraiment infernal. Bon, c'est vrai qu'il faisait très beau, ce n'est pas encore la fin de la biennale, enfin il y a plein de choses qui se passent à Venise au niveau artistique, donc c'est normal qu'il y ait des gens. Maintenant la solution c'est comment ça pourrait être possible de réguler ce tourisme, de réguler même moi en tant que voyageuse, même tous les voyageurs, je pense que pour certains, c'est tellement plus agréable de pouvoir se balader et non pas être collés les uns aux autres quand on va sur un endroit, dans un endroit. Donc on choisit évidemment ces moments, on choisit ces heures. Le soir, effectivement, il y avait beaucoup moins de monde et c'était beaucoup plus agréable, surtout qu'il faisait encore beau, même si c'était humide, de se balader. Alors, c'est sûr que ça fait en sorte de se dire, oh là là, mais est-ce que je vais encore dans ces villes où il y a énormément de personnes, ou en tout cas vraiment, c'est vrai, dans certains endroits plus stratégiques que d'autres, et est-ce que je peux encore y aller et que ce soit encore plaisant? Alors, il est question, alors là, effectivement, du fait qu'il y ait plus de monde dans la journée par rapport à la soirée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne venaient qu'à la journée. Peut-être même juste qui séjournaient
à quelques kilomètres plus loin, hein, dans certaines villes à côté où c'est peut-être moins cher, quoique, hein, il y a quand même des endroits à Venise, des locations où ça reste quand même encore abordable. Mais qu'importe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont loué à l'extérieur de Venise et qui venaient passer la journée et qui repartaient. Donc c'est pour ça qu'il est question, je crois, dès janvier 2023, qu'il y ait une taxe pour les gens justement qui ne dorment pas sur Venise. Et genre une taxe de séjour, mais pour des gens qui ne dorment pas sur Venise. Je ne sais pas si ça changera grand-chose, parce que c'est pas non plus une taxe énorme, mais peut-être que le plus simple, mais ça aussi c'est par rapport à ce que veut le maire, le petit problème de Venise, c'est que le maire de Venise est d'abord et avant tout le maire de Mestre, qui est donc pas très loin de Venise. Donc, est-ce que avoir une vitrine comme Venise, c'est formidable et ça rapporte des sous, hein, il ne faut pas non plus se leurrer, hein, ça rapporte beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent aux locaux? Ça, c'est une autre question. Oui, ça rapporte aussi certainement pour... on a vu des changements, des jardins refaits, les quais qui sont refaits, ça c'est clair, ça aide comme ça et tant mieux. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à continuer à aller à Venise parce qu'on adore Venise, on aime cette ville, mais dans quelles conditions, quoi. Alors quand on est effectivement en dehors du circuit scolaire et qu'on a la possibilité, quand on ne travaille plus, en tout cas de façon à voyager un peu plus librement, on peut peut-être trouver des créneaux où, bien sûr, il y a peut-être moins de monde. Mais encore, je ne sais pas, je ne pourrais pas vérifier, car à chaque fois que j'y suis allée ou que j'y vais, c'est effectivement en période scolaire. Donc c'est vraiment la grosse période, surtout là que tout le monde était en vacances. Mais n'empêche que le fait qu'il y ait beaucoup de gens en journée, ça pose question de où dorment les gens. Donc je pense qu'ils dorment à l'extérieur. Donc, comment faire pour réguler ce flux de tourisme, de touristes? C'est contrôler qui vient de telle date à telle date. Alors, vous me direz, oui, mais contrôler dans Venise, effectivement, on pourra savoir qui dort à Venise. Je pense qu'avec un système de location, etc., de réservation, on peut à peu près savoir quand même le nombre de gens qui viendront séjourner dans Venise même. Maintenant, le problème, ça va être, oui, mais on va aller jusqu'à combien de kilomètres autour? Parce que là, je pense que le vrai problème, c'était certainement pas les gens peut-être qui dormaient dans Venise, qui dormaient pour plus de 2-3 jours. C'est peut-être le problème des gens qui dormaient en dehors de Venise. Et du coup, peut-être qu'on n'arrive pas à vraiment à visualiser, à savoir qui va dormir. Parce que quelqu'un qui va dormir à Padoue, bon, Padoue c'est peut-être un peu loin, mais qui va dormir, bon, à Mestre a de grandes chances de venir à Venise, c'est sûr, mais on ne peut pas non plus être sûr que cette personne-là, on va la comptabiliser dans les gens qui viendront séjourner dans Venise de telle date à telle date. Donc c'est peut-être un peu difficile à faire de savoir qui exactement viendra, passera vraiment dans cette ville à la journée, parce que je pense que le gros problème, c'est des gens qui viennent à la journée encore, même s'il y a les grands navires qui ont été poussés un peu plus loin, il y a quand même toujours des tours d'Europe qui se passent. Donc il y a quand même des gens qui débarquent, beaucoup de gens qui débarquent, et comme on n'est pas loin de Venise, on va la visiter, c'est logique. Donc voilà, donc comment faire pour en même temps ne pas que ça devienne une ville complètement fermée et qu'on puisse plus aller visiter, mais une ville avec une visite, avec une approche beaucoup moins, oui, comme des veaux, comme des moutons là, qui vont voir en fait une ville qui finalement, je pense qu'ils ne l'apprécient même pas parce les gens sont tellement collés, sont tellement serrés on a été à Venise, on a été dans Venise, mais est-ce qu'on apprécie vraiment cette ville à sa juste valeur? Ça, c'est une autre chose. Donc voilà, on s'interroge de savoir comment on peut faire pour améliorer ça. Et puis, même pour les locaux, même si les locaux, quand on leur a dit, oh là là, trop de monde, oh mais vous êtes pire que nous, en fin de compte, nous aussi, ça nous gêne évidemment, et pas que en ce moment, hein, dans d'autres périodes aussi, quand il y a beaucoup trop de monde, parce que nous on bosse, il faut qu'on aille travailler pour se déplacer, des fois on est à pied, donc on peut pas bouger, on peut pas doubler entre guillemets. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des codes, hein, il y a aussi une association, enfin où on parle de Enjoy Respect Venezia, mais où on dit voilà, il faut marcher bien à droite, il faut pas s'attrouper sur les ponts quand vous prenez des photos par groupe, etc. Mais bon,
en général, tout ça, c'est jamais respecté. Parce que déjà, les gens, ils ne savent pas forcément à quoi ça correspond, cette phrase. Ils ne savent pas forcément. Et puis, bon, sans doute qu'ils s'en foutent un peu. Donc, voilà. Le problème, c'est comment faire pour continuer d'aller... Je parle de Venise parce que c'est vrai que c'est concentré. C'est quand même pas très grand. Mais ça peut être évidemment d'autres villes, ou en tout cas d'autres quartiers. À Paris, il y a énormément de monde dans certains quartiers. Bon, Paris est plus grand, donc c'est sûr que c'est un peu plus jouable au niveau, je pense, déplacement. Quoique dans certains quartiers de Paris, quand c'est vraiment plein de touristes, c'est un peu difficile ici et compliqué, je pense. Alors comment faire? Comment faire pour que des gens continuent à visiter toutes ces villes ou villages d'ailleurs. Tant mieux que ça marche, tant mieux que les gens puissent se déplacer, tant mieux que les gens puissent voyager à nouveau. Ça, c'est vraiment une des plus grandes libertés de pouvoir voyager. Mais sous quelles conditions? Moi, je ne vais pas parler de taxe carbone, etc. parce qu'au bout d'un moment, ça gonfle aussi. C'est surtout, la condition, c'est surtout comment faire en sorte que ça reste agréable, supportable pour les gens qui voyagent, mais aussi pour les gens. Il faut penser aussi qu'il y a des gens qui habitent encore dans certaines villes. Ce ne sont pas que des villes musées ou que des villes hôtels. Qui, oui, c'est vrai que ça a tendance de plus en plus à l'être, mais c'est pour ça que il faut qu'il y ait des locaux qui restent. C'est ça aussi le charme de certaines villes, notamment Venise, c'est qu'il y ait toujours des Vénitiens qui habitent dans cette ville pour partager vraiment un quotidien qui est là. Et puis alors, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, déjà en ayant fait le tour de l'Italie il y a 3 ans, c'est normal, l'anglais, langue internationale, pour que tout le monde se comprenne, etc. D'office, les Italiens souvent parlaient anglais. Bon, moi, je baragouine anglais, mais moi, quand je vais dans une ville, c'est aussi pour entendre parler cette langue. Moi, l'italien, j'adore. Donc, quand je vais dans une ville, là, notamment que ce soit Milan, Naples ou un petit village complètement perdu, c'est d'entendre parler italien, ou du moins un dialecte que je ne comprendrai certainement pas, mais au moins essayer de parler ou de comprendre l'italien. À Venise, en plus, énormément de gens qui parlaient anglais américain. Peut-être pas des Anglais et des Américains, quoique. Bon, il y a des Français, quelques Italiens, mais beaucoup, énormément d'anglophones. Encore une fois de plus, je n'ai rien contre. Mais c'est vrai que moi, si je vais à Venise, si je vais en Italie, c'est pour entendre parler vénitien, entendre parler italien. Alors quand je vais dans une boutique ou si je vais boire un verre dans un bar et que c'est normal, le serveur, la serveuse, ils viennent prendre votre commande pour être sûr d'être compris, ils vont tout de suite parler en anglais. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, parlez-nous en italien. Mais on adore déjà, on comprendra ce que vous voulez nous dire, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi par logique. Mais parlez-nous en italien, mais on adore. Mais moi, un serveur, une serveuse qui vient, qui me parle tout de suite en anglais, je lui dis, oh non, au secours, non, en italien, même si je comprends pas tout. Moi j'ai envie de vous répondre en italien, j'ai envie de comprendre l'italien. S'il vous plaît, je vais dans cette ville pour visiter cette ville, pour voir plein de choses que j'aime, mais aussi pour entendre parler la langue de cette ville, de ce pays tout simplement. Donc s'il vous plaît, bien sûr que ça sert à plein de gens de parler en anglais, je ne suis pas contre. Malheureusement, à une voix près, ça aurait pu être le français, mais bon, qu'importe. Mais s'il vous plaît, toutes ces villes, toutes ces richesses de villes, continuez à parler votre langue. C'est comme ça aussi qu'on échange, c'est comme ça que on apprend la langue de l'autre. C'est aussi ça un partage, c'est aussi un partage de langue. Et parler tout le temps anglais, c'est clair quand moi, pour avoir été en Inde, c'est vrai que même entre eux, tellement il y a de dialectes aussi en Inde, ils se comprennent même pas entre dialectes. Donc c'est sûr que même l'Indien, voilà, ils ne se comprennent pas forcément entre eux dans des montagnes reculées ou dans des endroits assez reculés. Donc pratiquement tous, ils vont aller tout de suite parler l'anglais, enfin un anglais indien, mais un anglais où là, ils vont se comprendre. Là, oui, d'accord, je suis au bout d'un moment, je suis sûre, personne ne se comprend, personne ne peut dialoguer, donc on va utiliser une langue qu'on est censé, où on est censé à peu près comprendre quelques mots. Mais sinon, à la base, je pense que beaucoup de personnes, ont, soit dans leur lycée, dans leur collège, soit ils ont
quand même appris à parler français, à parler italien, enfin à entendre parler espagnol, pas seulement que l'anglais, quoi. Et donc, quand on est en Espagne, on essaie de comprendre et de parler espagnol. Si on est au Portugal, même si c'est une langue beaucoup plus dure, on essaie d'apprendre quelques mots, de piger quelques mots, et puis au moins pourquoi pas, bah oui, ou alors on parle anglais-italien, italien-anglais, français-italien, mais en tout cas, on échange avec notre langage. C'est ça aussi le tourisme. On parle de tourisme équitable. Eh bien, c'est ça aussi ce tourisme-là. C'est aussi échanger, mais vraiment faire du vrai tourisme et que ce soit un échange entre les personnes. Pas seulement je viens dans le pays, je parle que ma langue et je veux même pas essayer de comprendre ce que vous dites, parlez-moi ma langue puisque elle est internationale. Eh ben non, c'est pas ça. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage de perdre ça. Et pour, je vous dis, pour avoir fait le tour, enfin, un grand tour d'Italie, beaucoup d'endroits, tout de suite, ne parlent qu'anglais et vous leur répondez en italien et ils vous répondent en anglais. Et au bout d'un moment, quand ils voient vraiment que vous avez envie d'apprendre leur langue et de dialoguer avec leur langue, bien sûr, sans effort, ils le font. Mais la première chose, et puis c'est aussi, je pense, ce qu'on leur dit dans les écoles de tourisme, etc., c'est bien sûr de tout de suite savoir parler anglais. Je vous dis, ce qui est normal au moins, c'est une langue internationale, quoique l'espagnol maintenant c'est quand même plus en plus parlé. Tout de suite, on va vous comprendre. Mais dans ces écoles ou quand on fait du tourisme ou même de la restauration, apprenez également à dialoguer avec la personne en face, que ce soit un échange de langue, un échange de langage, un échange de mots, qu'on va aussi, on apprend à connaître un plat, on apprend à connaître aussi une langue, un dialecte, un patois. C'est toujours intéressant de connaître quelques mots. Pour justement, c'est vraiment un échange, on partage ce pays, on est venu pour visiter ce pays, mais aussi pour connaître des choses de ce pays un peu plus profondément. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de ce côté-là où ça peut peut-être faire un petit peu changer les choses. Le langage, voilà. Et puis oui, réguler, mais alors ça, il faut vraiment essayer de voir comment réguler sans oppresser, sans forcément contrôler, que ce soit un contrôle, ça reste quand même dans la liberté. Donc voilà, c'était mon petit point du jour. Vraiment essayer que ce tourisme, dans des villes en tout cas, ou dans des endroits où c'est un peu serré, de voir comment on peut faire pour améliorer. Et puis je vous dis, parler la langue du pays, échanger avec des langues, même si on ne se comprend pas toujours, mais on arrive toujours finalement à trouver un mot commun, un point commun, un plat commun. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!